Pendant près de 5000 ans, le sable brûlant du désert irakien a gardé les traces des fondateurs de la plus vieille civilisation connue, les Sumériens. Notre monde leur doit tout. Les Sumériens ont inventé l'écriture et la roue. Ils ont divisé le temps en secondes et en minutes. Ils ont dompté la nature et bâti des cités gigantesques. Ils ont favorisé la culture et les arts. Leurs caravanes traversaient les déserts, traçaient les premières routes commerciales. Leurs récits ont inspiré nos mythes fondateurs. La Bible a préservé une partie de leur mémoire. Ils ont écrit l'histoire d'une humanité à ses balbutiements. Pourtant, il y a 4000 ans, cette civilisation brillante s'est éteinte. Pendant longtemps, leur existence est demeurée un mystère. Aujourd'hui, les sables du désert dévoilent enfin aux archéologues les secrets de cette fascinante civilisation. Un fleuve sortait pour arroser le jardin. De là, il se déversait et formait 4 bras. Le nom du premier est Pison. Le nom du second fleuve est Guyenne. Le nom du troisième est le Tigre, qui coule à l'ouest de la Syrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et il le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Sud de l'Irak. Le silence couvre les dunes écrasées de soleil. Le thermomètre affiche près de 50 degrés. Le climat de ces contrées n'a guère changé depuis des millénaires. Pourtant, c'est ici que des hommes ont vécu. Entre Méditerranée et Golfe Persique, cette région que l'historien Polybe nommait Mésopotamie, ou terre entre 2 fleuves, irriguée par l'Euphrate et le Tigre, couvrait le territoire de l'Irak actuel. Au milieu du XIXe siècle, on ne connaissait de l'Ancien Orient que ce qu'en disait la Bible. Français et Britanniques rivalisaient alors dans la course aux découvertes. Et les trouvailles furent surprenantes. Un passé insoupçonné surgissait des entrailles de la terre. La Mésopotamie avait donc été le berceau d'une civilisation. Mais en quoi ces trouvailles étaient-elles exceptionnelles? Et comment expliquer que la civilisation se soit développée dans cette région du monde? Ce qui est exceptionnel dans la découverte de la civilisation syro-mésopotamienne, qui ne se fait que depuis 1 siècle et demi, il faut bien en prendre conscience, ce qui était exceptionnel, c'est qu'on s'est aperçu progressivement qu'il s'agissait d'un monde extrêmement diversifié, extrêmement développé et qui, au fond, avait expérimenté déjà beaucoup de modes de vie, beaucoup d'expériences sociales dans un univers que nous ne connaissions pas. Nous avions l'impression que tout commençait avec la civilisation grecque et on s'est aperçu qu'il y avait eu quelque chose avant, et que cet avant avait eu une influence sur le devenir de la civilisation à l'époque classique. L'histoire de la civilisation syro-mésopotamienne correspond au domaine géographique syro-mésopotamien, c'est-à-dire le domaine qui est drainé par les 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Mais il y a autre chose, ce n'est pas simplement l'eau pour la vie, l'eau pour la culture, l'eau pour les hommes, c'est aussi l'eau pour le transport.
Et ce sont des domaines où les axes des fleuves sont devenus des axes de transport. Et dans un pays comme la Mésopotamie, où il y a des productions agricoles, mais où il y a des lacunes fondamentales, on manque de bois, on manque de pierre, on manque de minerais métalliques lorsqu'il y aura besoin en bronze, en cuivre, eh bien, dans un pays comme celui-là, le fleuve va devenir l'axe de transport privilégié entre deux domaines d'économie différentes et complémentaires. C'est dans les montagnes d'Arménie que commence notre voyage. C'est là que naissent le Tigre et l'Euphrate. Alimentés par la fonte des neiges des hauts plateaux, leurs courants impétueux dévalent les pentes abruptes, arrachant à la montagne des tonnes de limon. Leur cours serpente parallèlement sur plus de 2000 km avant de se réunir pour former le Shatt el-Arab. Plus bas, dans les grandes plaines désertiques, les eaux s'assagissent, déposant tout au long de leur course vers le golfe Persique une terre fraîche, source de fertilité. Alliés des hommes, l'Euphrate et le Tigre peuvent également se révéler d'impitoyables ennemis. Au printemps, des crues dévastatrices emportent tout sur leur passage. Comment des hommes ont-ils pu s'installer sur ces terres soumises aux caprices de la nature? Notre enquête nous emmène à Bagdad, capitale irakienne, sur les bords du Tigre. Dans les ruelles étroites de la cité, le visiteur s'imprègne des vapeurs de l'Orient. La foule compacte l'avale dans un joyeux tumulte. Dans le souk coloré, les Irakiens expriment leur talent millénaire pour le commerce. Ici, les traces de l'héritage légué par les Sumériens sont partout. Sur les étals des marchands, fruits et légumes n'ont pas changé depuis des millénaires. Dans la douce fraîcheur des galeries ombragées, le voyageur retrouve la grenade du nord de l'Irak et le yaourt dont les Mésopotamiens étaient très friands. À chaque coin de rue, on trouve des jarres de terre cuite remplies d'eau potable. L'eau perlante à la surface de la jarre permet, en s'évaporant, de préserver le liquide de la chaleur. Une invention sumérienne vieille de 5000 ans. Mais qui étaient ces Sumériens et d'où venaient-ils? C'est sur les plateaux fertiles de l'Anatolie, à plusieurs milliers de kilomètres de la Mésopotamie, que les archéologues ont résolu une partie de l'énigme sumérienne. Ils y ont découvert la source vitale qui a permis l'expansion des populations et la fondation d'une civilisation. L'épeautre. Ce blé sauvage pousse naturellement dans toute la Turquie orientale. Cette région particulièrement riche, lieu de passage des grandes migrations, est habitée depuis la nuit des temps. Les tribus vivant de la chasse et de la cueillette trouvaient ici tous les aliments indispensables à leur survie. Les populations kurdes perpétuent ces traditions venues du fond des âges. Tous les jours, les femmes préparent le sachi ekmegi, une galette de blé, plat principal de toute la famille. En 1958, les archéologues mettaient au jour à Kayonu les ruines d'un village vieux de 9000 ans. 3500 ans avant Sumer, des hommes s'étaient sédentarisés sur ces sols fertiles. Même s'ils ne fabriquent pas encore de céramique, les habitants de Kayonu sont des bâtisseurs. Ils construisent des habitations dont les murs de terre reposent sur des fondations de pierres sèches.
Un jour, il y a 9000 ans, les habitants de Caionu ont fait une découverte qui devait changer la face du monde. Lorsque se crée vers 15 000 avant Jésus-Christ, dans ces régions des collines, dans ces régions de l'Euphrate à son entrée en Syrie, lorsque se crée cette situation très particulière qui fait que les collines de ces régions se couvrent de cette graminée sauvage qui va permettre aux hommes de se sédentariser, c'est évidemment un élément extrêmement nouveau. Quand ils ont découvert que cette graminée produisait une graine qui pouvait être utilisée, qui avait surtout l'énorme avantage de se conserver. La conservation du produit alimentaire a joué un rôle essentiel parce que ça voulait dire que, au lieu d'être obligé de retrouver de la nourriture 3 jours après avoir abattu une bête, eh bien, on pouvait se dire qu'on en avait pour plusieurs semaines ou plusieurs mois de réserve devant soi. Eh bien, à partir de ce moment-là, les conditions changent. Et l'homme, quand il se rend compte qu'il a ce produit, il va rester à côté de ce produit. Bien entendu, ce produit ne se récolte qu'à un moment très précis de l'année, mais on ne peut pas le transporter. Une fois qu'on l'a récolté, il faut le garder c'est un stock. Il faut le protéger, ce stock. Il faut empêcher les autres de venir le prendre. Donc, la sédentarisation se fait à un moment donné dans cette région-là pour une raison très, très, très précise, c'est-à-dire la conservation d'un stock alimentaire que l'on peut récolter à un certain moment. Et là, bien entendu, l'esprit humain va jouer un rôle fondamental. On peut parler de découverte accidentelle. Je crois que l'esprit humain, il joue constamment sur des observations, sur des découvertes exceptionnelles, une fois, 2 fois, répétées, sur une recherche d'explication de ce phénomène, jusqu'au moment où il est capable, par lui-même, d'aller au-delà et de réaliser quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'est née l'agriculture. Pour maîtriser leur environnement, les premiers cultivateurs firent preuve d'inventivité. Ils modernisèrent leurs instruments de travail, améliorèrent leur vie quotidienne et léguèrent l'invention de l'écriture à l'humanité. Les céréales constituaient la principale richesse de la civilisation sumérienne. Ce vase d'albâtre de plus de 1 mètre de haut témoigne de la reconnaissance des Sumériens envers la nature. Il exprime aussi leur ferveur religieuse. Le sculpteur a représenté le monde végétal et animal sous la forme d'épis de blé et de troupeaux de moutons. Les humains, porteurs d'offrandes, se dirigent vers le sanctuaire d'Inanna, déesse du ciel et de la terre. Là, le grand prêtre les accueille dans ses plus beaux atouts. Grâce à cette maîtrise de l'agriculture, la population s'est accrue et les premiers groupes commencèrent à coloniser les territoires situés le long des fleuves, jusqu'à la grande plaine mésopotamienne. L'amélioration du rendement était la préoccupation principale des agriculteurs. Cette tablette nous montre un chariot servant à économiser la semence. Grâce à un entonnoir, les graines étaient déversées de manière égale et régulière dans les sillons creusés dans le sol. Le secret des Sumériens réside dans leur art d'apprivoiser les eaux capricieuses. Il y a 5000 ans, un équilibre fragile entre l'homme et la nature s'installait sur cette terre. Pour réussir ce tour de force, les Sumériens inventèrent la roue, creusèrent des centaines de kilomètres de canaux d'écoulement, des réservoirs, des barrages. L'irrigation devint la pièce maîtresse de leur civilisation. En domptant les flots imprévisibles du Tigre et de l'Euphrate, les Sumériens s'appropriaient la puissance d'une nature implacable.
En récompense de leurs efforts, les terres, fertilisées sur des centaines de milliers d'hectares, offraient des récoltes miraculeuses. Dans certaines régions, le blé, le millet, l'orge étaient moissonnés 2 fois par an. Le long des canaux d'irrigation, des oasis constituées de millions de palmiers s'étalaient à perte de vue. Un paysage que l'on retrouve dans la région où Tigre et Euphrate mêlent leurs flots pour ne constituer qu'un seul et même cours d'eau, le Chat el Arab. Une province agricole prospère grâce aux bontés des fleuves irakiens. Seules les barques peuvent pénétrer au cœur de ce labyrinthe d'immenses roseaux. C'est ici que les Sumériens avaient installé leur village de pêcheurs. Le mode de vie des habitants et la méthode de fabrication des huttes n'ont pas changé, comme l'attestent les bas-reliefs de l'époque. La hutte repose sur un sol stabilisé par un entrelacement de couches de terre et de roseaux tressés. Le sol, les toits et les murs sont confectionnés de tiges liées entre elles. Des bottes serrées d'une robustesse à toute épreuve servent de piliers, porteurs et de poutres. Il y a 5000 ans, les marécages qui s'étendaient devant le port de la ville d'Our accueillaient plus de 40 000 habitants, pêcheurs et agriculteurs. Tout un peuple vivait ici, conquérant mètre par mètre sur de frêles esquifs de roseaux un territoire immense. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Devant les vestiges de la ville d'Our, les premiers archéologues devaient rester sans voix. Sous leurs yeux s'étendaient des ruelles et des places, les restes des maisons, des greniers, des temples. 5000 ans avant notre ère, cet ensemble urbain abritait 34 000 personnes. Au même moment, en Occident, les hommes vivaient encore à l'âge de pierre. En bâtissant ces villes, les Mésopotamiens façonnèrent le monde à leur image. La transformation du monde, de l'environnement par les habitants de la Mésopotamie est un phénomène fondamental. Ils ne se sont pas simplement contentés de créer des villages, ils ont implanté des zones de culture. Par la suite, à l'époque des villes, ils ne se sont pas contentés de laisser pousser des villes, ils ont aménagé la région. Et le mode de vie qu'ils ont développé était un mode de vie de domination de la nature. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant qu'on ne pense pas toujours. Ils ont dominé leur nature pour arriver à la mettre au service de leur survie. Construite pour durer à l'aide de briques cuites au four et enduites de bitume, la ziggoura d'Our est impressionnante. On estime aujourd'hui que la construction de sa seule base avait nécessité le travail de 1500 hommes pendant 5 ans. À 20 km de là, les cultivateurs apercevaient la résidence du dieu, leur maître. Les dessins des ruines réalisés au début du XXe siècle par Leonard Woolley, archéologue anglais, permettent d'imaginer la cité d'Our il y a 4000 ans. Cette ville immense se situait au milieu de 4000 hectares de champs de céréales. Son port recevait les marchands venus du golfe Persique et exportait des denrées à plusieurs milliers de kilomètres de là vers la péninsule arabique. Toute l'activité de la cité se cristallisait autour du temple, lieu de prière dans lequel toutes les décisions politiques et économiques étaient prises. Derrière une muraille haute de 8 mètres, les maisons s'amoncelaient en un ensemble hétéroclite. Dans les rues étroites et tortueuses, les égouts étaient inexistants. Les ordures brûlaient au pied des façades quand elles n'étaient pas simplement étalées sur la chaussée.
Les bâtiments à 3 étages côtoyaient des édifices à un seul niveau. Aucune habitation n'était alignée sur sa voisine. Outre les portes basses et quelques trous d'aération, les façades ne comportaient pratiquement pas d'ouverture. Les habitants d'Ours se protégeaient ainsi de la chaleur et des nuées de poussière. La vie entre les murs de la cité d'Ours est longtemps restée un mystère. L'inventeur du site, Léonard Roulet, passa des années à fouiller les ruines. En 1926, il pénétra dans le Puits de la Mort, tombeau de la reine Puabi et de 50 servantes, soldats et domestiques sacrifiés pour la servir dans l'au-delà. La faible lumière des bougies éclairait des squelettes couverts d'or et d'argent. Dans le trésor, l'archéologue découvrit un élément de mobilier, l'étendard d'Ours, dont les 2 faces finement ouvragées décrivent la vie des Sumériens. Les personnages de nacres, pêcheurs, esclaves et soldats défilent pour l'éternité sur un ciel de lapis-lazuli. Un instantané d'une incroyable précision qui nous permet de retrouver les chars de combat tirés par des mulets écrasant l'ennemi, ou le sourire figé d'un scribe prenant un verre avec des amis. Dans le désert désormais aride qui entoure le site, les traces du passé sont encore bien visibles. Quelle surprise de découvrir au milieu de cette terre désolée, à plusieurs kilomètres des fleuves, les vestiges des barrages sumériens. Les archéologues du XIXe siècle ont été confrontés à cette énigme. Comment la vie a-t-elle pu s'établir dans des zones désertiques si éloignées des cours d'eau? La cité de Nippur, à 250 km au sud de Bagdad, en plein désert. Les vestiges du temple émergent des dunes. Lors des fouilles de la cité, les archéologues ont trouvé la clé de l'énigme. Sur cette tablette d'argile qui figure le plan de la ville de Nippur, on peut voir l'exact emplacement du temple et de l'enceinte qui protégeait la cité. À l'ouest de la muraille coulait l'Euphrate dont une partie du cours avait été détournée pour alimenter la ville. Les grandes villes étaient donc construites au bord de l'eau. Mais l'évolution morphologique des terrains et la violence des crues ont modifié le cours des fleuves. Grâce aux photos satellites des reliefs irakiens, nous pouvons désormais reconstituer la carte de cette région du monde il y a 5000 ans. Nippur, Uruk, Ur et Girsu, principales villes de la civilisation sumérienne, s'étaient donc établies dans un paysage totalement différent. À cette époque, la confluence du Tigre et de l'Euphrate était située plus au nord. En traversant la Mésopotamie, les 2 fleuves n'en formaient qu'un. Les premiers rayons du soleil effleurent la cité d'Ours. Nous sommes en été et la chaleur sera une fois de plus accablante. La ville s'éveille doucement. Les habitants ont dormi sur les terrasses, beaucoup plus fraîches que les petites pièces de leur demeure. Les textes qui récapitulent les achats immobiliers ont révélé que la superficie des maisons n'excédait pas 70 mètres carrés. Très tôt, une foule bigarrée envahit les ruelles, on se bouscule, on se salue bruyamment, les marchands interpellent les passants. L'activité commerciale de la cité est intense.
Dans les cours de certaines maisons, les hommes se détendent en buvant de la bière à la paille. Plusieurs écrits témoignent du tempérament des Sumériens. L'extraordinaire précarité de leur situation, soumise aux aléas de la nature, leur avait fait prendre conscience du caractère éphémère et fragile de l'existence. Dans les rues, les habitants d'Our portent le konakès, une tunique en peau de mouton. Selon la saison ou la mode, le bas de la tenue est roulé sur les cuisses ou descente aux genoux, voire aux chevilles. Les épouses des notables portent des draps plus légers, aux couleurs chatoyantes. Hommes et femmes arborent des bijoux, boucles d'oreilles, bracelets et colliers. Les fouilles archéologiques ont révélé la présence dans les murs de la cité de faussaires imitant à la perfection l'or et le turquoise. Les habitants les moins fortunés avaient ainsi le moyen de se parer de bijoux fantaisie. Tout ce petit peuple est constitué de marchands, de boutiquiers, de négociants. Aux abords du temple, on trouve les maisons des scribes, des maçons, des charpentiers et les taudis des esclaves. Pour les archéologues, le trésor exhumé à Our a une valeur scientifique inestimable. Il nous renseigne sur les mœurs des Sumériens et témoigne de la qualité des artisans de la cité. Les orfèvres sumériens maîtrisaient les techniques de ciselure et de soudure de l'or. Cette harpe, dont la tête de taureau fixe l'éternité de ses yeux de lapis-lazuli, était ornée d'une mosaïque de coquillages et de pierres précieuses. Pour leur dernier voyage en compagnie de leur souveraine, les servantes arboraient un spectaculaire diadème fait de rubans d'or et de pierres de couleur. Un tressage de feuilles de hêtre couvrait leur front. Fixé à l'arrière de la tête, un ornement composé de 3 fleurs d'or se dressait au-dessus du visage. L'or employé pour la vaisselle et les armes de parade, l'argent, le lapis-lazuli ou la turquoise, venaient des régions de l'Est. La nacre et les coquillages provenaient des îles de Bahreïn. Les matières premières utilisées pour façonner ce bouc dressé révèlent l'étonnante prospérité d'Our. Elles sont le reflet de la vitalité de leur commerce. Les archéologues ont remonté la piste de certains de ces matériaux. Pour se procurer le lapis-lazuli, les Sumériens organisaient des caravanes qui parcouraient plus de 3000 km pour rejoindre les montagnes du Badakhshan au nord du Pakistan actuel. À Peshawar, ville marchande du nord du Pakistan, les cargaisons de lapis-lazuli arrivent d'Afghanistan. La pierre passée sous l'eau resplendit d'un bleu profond. Cette couleur intense fascinait les Sumériens. Les archéologues ont établi que le commerce du lapis-lazuli était né avec la civilisation sumérienne 3500 ans avant notre ère. 3000 ans avant l'ouverture de la route de la soie, les Sumériens ont tracé des voies commerciales qui sillonnaient l'Orient. Le développement des échanges commerciaux amena les Sumériens à inventer le concept de contrat. Des sceaux cylindriques étaient taillés dans la pierre et finement gravés d'un bas-relief en négatif. Lors du passage d'un contrat ou pour identifier des marchandises, ils étaient roulés dans l'argile. Cette empreinte scellait les transactions.
C'est ainsi que les habitants de Sumer, pour lesquels ces contrats revêtaient une grande importance, commencèrent à édicter des lois. Assez peu de textes législatifs datant de cette époque sont parvenus jusqu'à nous. Mais, au début du XXe siècle, les archéologues découvrirent dans la cité perse de Suse la pierre d'Hammurabi, roi de Babylone. Les Élamites, qui avaient ravagé la Mésopotamie au XIIe siècle avant notre ère, l'avaient emportée comme trophée. En 1694 avant Jésus-Christ, Hammurabi fit rédiger le code qui porte son nom, un recueil de toutes les lois sumériennes. La plupart des 282 articles gravés dans la pierre traitent des problèmes de la vie quotidienne comme les transactions commerciales, le mariage ou les successions. Comme juge, le roi diligente des enquêtes protège les particuliers des abus des fonctionnaires et veille aux grands travaux publics. Le code Hammurabi prouve que les Sumériens furent des précurseurs dans bien des domaines. Au dos de la pierre, l'article 196 du Code prévient « Si un homme crève l'œil d'un autre, alors son œil devra être crevé ». Un adage célèbre qui a inspiré la Bible. Pour bâtir leur jardin d'Éden, les Sumériens parcoururent le monde à la recherche des denrées qu'ils ne possédaient pas. C'est le cas, par exemple, du bois, absent des déserts de Mésopotamie. Pour se procurer ce matériau rare, réservé à la construction, les Sumériens s'aventurèrent en Syrie, en Turquie et jusque dans les montagnes du Liban. Aujourd'hui, les forêts de cèdre sont rares et clairsemées. Après les Sumériens, toutes les civilisations de l'Antiquité ont utilisé ce bois, détruisant inexorablement ce patrimoine végétal. La légende raconte que certains cèdres ont plus de 4000 ans et qu'ils furent contemporains de civilisations disparues. Ils pourraient donc témoigner des efforts accomplis par les Sumériens en leur temps. Les bas-reliefs trouvés dans les temples retracent cette quête. Les bûcherons sumériens coupaient les cèdres centenaires avant de les charger dans des embarcations qui descendaient le cours de l'Euphrate. Ces expéditions duraient des mois. Elles montrent l'œuvre énorme accomplie par un peuple installé dans un environnement austère. Certaines des découvertes faites par les Sumériens il y a 5000 ans sont encore utilisées de nos jours par leurs descendants irakiens. C'est le cas du bitume, une matière minérale naturelle riche en carbone que l'on utilise encore pour imperméabiliser la coque des bateaux et les toits des habitations. Nous sommes à Hit, petite ville des bords de l'Euphrate, à 600 km des cités sumériennes. Ici, le bitume jaillit des entrailles de la terre accompagné d'émanations de soufre. Comme il flotte sur l'eau, les archéologues imaginent que la substance devait emprunter le cours de l'Euphrate et être récupérée par les Sumériens sur les berges du fleuve. À Hit, la population récolte encore le bitume et les méthodes n'ont pas changé depuis des millénaires.
Avant de plonger ses mains dans la matière noirâtre qui flotte sur l'eau, il faut les enduire de sable. Les Sumériens se servaient aussi de ce bitume pour rendre étanches leurs embarcations. Mais ils l'utilisaient surtout dans la construction, non seulement pour fixer les briques entre elles, mais également pour imperméabiliser les fondations des bâtiments publics. Cette pratique nous renseigne sur un événement majeur de leur vie, les inondations. Grâce aux travaux de l'orientaliste anglais George Smith, certains récits de crues dévastatrices sont parvenus jusqu'à nous. La mauvaise conduite des hommes ayant mécontenté Enlil, le dieu suprême, celui-ci décida de les engloutir sous un formidable déluge, malgré les supplications de Enki, dieu protecteur des hommes. Ne pouvant protéger l'humanité, ce dernier décide d'en préserver la trace en la personne de Ziusudra, à qui il demande de construire un arche sur lequel il embarquera des couples d'animaux. Après 6 jours et 6 nuits de tempête, le monde fut submergé. À l'aube du 7e jour, l'orage s'éloigna. Ziusudra lâcha une colombe qui, ne pouvant pas se poser, revint à lui. Le 8e jour, il lâcha un corbeau qui ne revint jamais. L'humanité était sauvée. Nous n'avons retrouvé les mythes mésopotamiens que depuis un peu plus d'un siècle dans les textes qui ont été trouvés, en particulier dans la bibliothèque de Ninive, en particulier le déluge. Mais en réalité, toute la civilisation occidentale, tout le christianisme occidental est imbibé du texte biblique. Et dans le texte biblique, il y a des mythes qui viennent directement du monde mésopotamien. Et toute l'histoire du christianisme occidental est dominée par ces mythes, compris ou pas compris, réinterprétés bien souvent, pas sentis peut-être dans la signification profonde que leur accordaient les habitants de la Mésopotamie. Mais ces mythes sont là et ils nous ont complètement imprégnés. Les dieux inspiraient crainte et respect. Ils symbolisaient la méfiance séculaire que les Sumériens éprouvaient envers la nature. Chaque divinité de leur panthéon a son rôle. Chacune règne sur une cité. Enlil, seigneur du souffle, règne sur l'air et la terre. Sa cité est Nippur. Enki, dieu des eaux et du monde, est vénéré à Eridu. Utu, dieu de la justice et de la vérité, préside aux destinées de Larsa. Inanna, la déesse Ishtar des Babyloniens, est honorée à Uruk. Elle inspire l'amour et la guerre. Elle sera l'Aphrodite des Grecs et la Vénus des Romains. Les courbes fluides des statuettes d'albâtre font éclater au grand jour la dextérité des artistes sumériens. Leur finesse, l'expressivité de leur visage nous dévoilent leur art et leur ferveur religieuse. Le sentiment religieux des Mésopotamiens, c'est quelque chose qui est bien difficile à saisir. Nous trouvons dans les fouilles des temples. Nous avons, par les textes, des mythes. Nous avons des rituels, c'est-à-dire ce qu'il faut accomplir lors de telle ou telle cérémonie. Mais le sentiment profond est très mal connu et très mal exprimé. Il y a dans l'univers mésopotamien
un concept très général de puissance divine. Il y a des forces, et l'homme est au service de ces forces, et il doit, faire avec elles, il doit composer avec elles. Cette religion est une religion de l'homme au service du Dieu. Ce service, c'est quoi? C'est assurer son existence au quotidien, c'est lui donner à manger, lui donner à boire au cours des repas de chaque journée, c'est de le vêtir avec des beaux vêtements. Alors il s'agit évidemment de sa statue, de mettre des colliers, de les enlever, de changer selon les jours. Puis de temps en temps, on sort le Dieu dans des grandes fêtes, on le promène à travers la ville, il va faire des séjours ailleurs, puis il revient dans son temple. Si nous regardons les faits tels que nous les connaissons, la religion mésopotamienne, c'est à peu près ça. La prière fait partie du quotidien des habitants de Sumer. L'entretien et le fonctionnement des temples réclamaient un personnel important. Tous les jours, les fidèles apportaient leurs offrandes. Les archives d'Uruk nous décrivent le menu quotidien des 4 principaux dieux de la cité. 250 pains, 1000 tartelettes, 50 moutons, 8 agneaux, 2 bœufs et 1 veau, une nourriture céleste qui, après avoir été présentée aux divinités, nourrissait les prêtres et le personnel du temple. 1200 personnes en tout. Les scribes nous ont transmis les espoirs des habitants de Sumer. En échange de leur ferveur, des vertus qu'ils entretenaient, de leur dignité et du respect de l'ordre établi, les Sumériens aspiraient à la vie éternelle dans l'au-delà. La lutte incessante pour dompter la nature leur rappelait la fragilité de l'existence terrestre et a inspiré leurs plus belles légendes. Gilgamesh, figure réelle de l'histoire, 5e roi d'Uruk au 3e millénaire. Il est le héros des Sumériens. Les récits de ses exploits fabuleux étaient connus dans toute la Mésopotamie. Ils résument l'histoire de la civilisation sumérienne. Roi juste, souverain bâtisseur, Gilgamesh défia les dieux. Il apprivoisa les peuples sauvages et se dirigea vers la lointaine forêt de cèdres parfumés pour y affronter Umbaba, monstre terrible crachant le feu. Lors d'une lutte au corps à corps, il trancha la tête du monstre et revint en vainqueur à Uruk. Pour le punir, la déesse Inanna envoya le taureau céleste ravager la cité. La bête assécha les prairies et les fleuves, ouvrit des crevasses dans lesquelles les habitants disparurent. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. La vision des Sumériens était prophétique. Après 3000 ans de règne sur la Mésopotamie, leur civilisation attaquée de toutes parts s'effondra sans un sursaut. C'en était fini des fastes des villes, de leur influence sur les campagnes environnantes. Les canaux d'irrigation s'asséchèrent peu à peu. Les murs des maisons s'effondrèrent, les temples eux-mêmes succombèrent sous les assauts conjugués du soleil, de la pluie et du vent. L'argile des briques retourna à la terre, ne laissant au-dessus des dunes que des masses informes, derniers vestiges de la grandeur de tout un peuple. Comment expliquer la disparition d'une civilisation aussi brillante? Comment comprendre la décadence d'un peuple qui ne laissa derrière lui que des ruines et les vestiges de temples bientôt saccagés par les pillards? Est-ce qu'on peut parler d'un déclin? Dans une certaine mesure, oui, mais peut-être plutôt d'une sclérose. Toutes ces grandes découvertes réalisées par les gens du 4e millénaire, toute la pensée qui se concrétise
par des manifestations religieuses, ou disons dans le cadre du religieux. Toutes ces choses-là évoluent. Et vu à longue échelle, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de liberté possible dans l'expression d'un certain nombre de choses. Par exemple, l'art mésopotamien est infiniment plus divers, plus florissant au 3e millénaire qu'au 1er millénaire. Qu'est-ce qui se passe vers 1200 ? Vers 1200, c'est la découverte du fer. Le fer est un atout, le fer est quelque chose de plus efficace que le cuivre, et par certains côtés plus facile à travailler, même s'il faut une température plus forte, à des applications encore plus nombreuses. Donc c'est une amélioration. Mais l'environnement de la Mésopotamie n'est pas riche en fer. Et le problème des sources va se poser parce qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et par conséquent, les régions qui ont du minerai de fer vont jouer un rôle beaucoup plus fort que la Mésopotamie. Pendant près d'un siècle, les scribes enregistrèrent patiemment la baisse des récoltes. Les tablettes archivées dans les temples sont formelles. À partir de 2350 avant Jésus-Christ, la production de blé baissa de 40%. Seules les récoltes d'orge restèrent à leur niveau initial. Comment croire qu'un peuple qui avait développé des techniques aussi avancées n'ait pas su enrayer cette diminution de ses ressources ? Pendant des décennies, les archéologues poursuivirent leur enquête, cherchant dans les textes une réponse qui se trouvait sur le terrain. L'élément qui avait été à la source de la puissance des Sumériens, le système d'irrigation, contribua aussi à leur perte. L'eau, qui avait régulièrement envahi les champs pendant 3000 ans, en s'évaporant, a fait remonter le sel des profondeurs de la terre. Bientôt, une couche blanchâtre, durcie par le soleil, stérilisa les sols, ne permettant plus au blé de pousser. Un problème auquel sont toujours confrontés les habitants de ces régions. Certains terrains, craquelés par les rayons du soleil, ont l'aspect de déserts incultes. C'est à ça que ressemblaient les immenses champs qui entouraient les grandes cités. À cause du réchauffement du climat et de la désertification, les agriculteurs sumériens ne trouvèrent jamais de solution à leurs problèmes. Mais peut-on pour autant parler de déclin de la civilisation ? Parler d'un déclin n'est pas correct. C'est une puissance qui s'est développée et une civilisation qui est arrivée au fond à son terme en donnant des produits superbes. Et alors ces produits, cette pensée, elle ne va pas périr. C'est une pensée qui va être transmise. Les Grecs, les Perses, qui sont eux-mêmes des gens très cultivés, comme les gens de la Mésopotamie de l'époque, enfin certaines catégories, certaines élites, vont transmettre leur science, transmettre leur savoir. Et ceci va se faire en particulier par l'Anatolie, en direction du monde grec. Et par le monde grec, ça va se retrouver dans la Méditerranée. Et tout le bassin méditerranéen va hériter de cette civilisation mésopotamienne, mais sans pouvoir faire une référence absolue aux formes mêmes de cette civilisation mésopotamienne. Affaiblies, les cités de Sumer ne purent donc faire face à la concurrence économique des grandes villes du nord de la Mésopotamie. Déjà, d'autres civilisations, inspirées par l'exemple sumérien, plantaient leurs étendards sur les terres conquises. En 2004 avant Jésus-Christ, Sumer avait vécu. Les Assyriens dominaient la Mésopotamie. L'épopée babylonienne pouvait commencer. Sous le soleil implacable, la richesse des Sumériens retourna à la poussière. C'est leur histoire que nous raconte la Bible. Comme les constructeurs de la tour de Babel, les hommes et les femmes de Sumer s'éparpillèrent autour de la terre.
l'eau qu'ils redoutaient tant avait précipité leur perte. Après avoir capturé les flots du Tigre et de l'Euphrate, après avoir endigué leur fureur, après s'être nourris de leur vitalité, les Sumériens plongèrent dans le néant, emportés par l'histoire, léguant à l'humanité le souvenir de leur richesse, l'empreinte de leur génie créateur et le sentiment de l'extraordinaire fragilité des civilisations.